Bonjour encore Radio Air Libre, bonjour à tous les auditeurs. Il est 13 heures sur nos antennes et nous avons en ligne Madame Deborah Kayembe Bouba, qui est rectrice de l'université d'Édimbourg en Écosse. C'est un titre extrêmement prestigieux. Madame Deborah Kayembe est la 54e recteur en tout cas, et la 3e femme rectrice seulement depuis 1858. C'est pour dire combien, comment dirais-je, cette fonction qu'elle a occupée, qu'elle occupe encore pour quelques semaines, est importante. Madame Deborah Kayembe, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir parmi vous. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir sur nos antennes. Un peu à la fin de votre mandat, Madame Deborah Kayembe, comment a été passé ces quelques temps? C'est passé très vite. Comment est-ce que cela s'est passé pour vous à l'université d'Édimbourg en Écosse? Je crois que ça s'est passé très vite pour les personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, espèrent encore avoir cette lueur de changement que mon accession à la tête d'Édimbourg a apporté au monde. Mais pour moi, c'était un long voyage. D'accord. C'était un long voyage et c'était la guerre des titans, la guerre des valeurs, la guerre de la détermination, la guerre du respect, la guerre de la dignité. C'était la plus longue des guerres que j'ai eues toute ma vie. En tout cas, Madame Kayembe, puisque vous parlez de guerre de titans, depuis que vous êtes, comment dirais-je, vous parlez pour ceux qui manquent, pour ceux qui n'ont pas, vous parlez pour les démunis depuis Kinshasa, vous arrivez à Londres, vous travaillez pour, comment dirais-je, pour l'honneur des réfugiés, votre diplôme n'est pas spécialement accepté, vous vous déplacez, vous allez en Écosse. C'est effectivement un long voyage, mais un long voyage quand même élogieux, parce que vous occupez, comment dirais-je, un fauteuil qu'a occupé Winston Churchill, qu'a occupé Gordon Brown, il faut le dire. C'est exceptionnel, Madame Deborah. Effectivement, c'est exceptionnel, mais c'est encore plus signifiant parce que non seulement que je continuais les combats des démunis, mais le fait que désormais, partout dans le monde, les personnes de tous les contextes, de tous les coins du monde peuvent espérer qu'un jour, leurs enfants peuvent parvenir à des choses incroyables. C'est ce que moi j'ai fait au monde. En tout cas, Madame Deborah, tous les Congolais de la diaspora vous regardent. Est-ce que dans votre pays, vous avez aussi été accueillis avec l'honneur que vous méritez? Parce que très souvent, il semble que le Congo ne reconnaît pas toujours ses enfants. Oh, ça c'est très facultatif. Hein. Vous allez poser ces questions à d'autres individus, ils diront ils n'ont pas. Comme Déborah. Mais moi j'ai toujours considéré que le respect qu'on vous donne n'est pas toujours ce que les gens pensent de vous. Vous savez, j'ai été en RDC, je suis arrivée, j'ai fait mon premier voyage d'abord à Lubumbashi, et pour les qui étaient très humbles, mais vraiment très humbles. Ce n'était pas mauvais du tout. Et je suis ensuite partie à Kinshasa où j'ai eu une sorte d'assistance du ministère des Affaires étrangères pour les 2 premiers jours de mon séjour en tout cas. Pour le reste, je devais me débrouiller toute seule. Mais j'ai été très reconnaissante auprès du Premier ministre Sama qui m'avait reçu et qui a écouté mes doléances, les ministres des Affaires étrangères, Monsieur Lutundula aussi m'avait bien reçu. Mais ce qui était plus important pour moi, c'était d'échanger avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Ganzi, qui a été très courtois avec moi aussi, qui m'a aussi bien reçu. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les chefs de l'État. Quelqu'un d'autre dirait, les chefs de l'État auraient dû vous recevoir pour tout ce que vous avez fait. C'est ce que j'allais dire. Il m'a pas reçu. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut prendre à cœur ce genre de choses? Non, la vie continue. Vous savez? Il faut pas avoir
les choses qui sont subtiles, qui viennent et qui passent. Il faut voir ce que vous réalisez. Si mon pays, le Congo, ne me respecte pas autant, partout ailleurs, il y a des gens qui me respectent avec autant de fierté et autant de dignité. Et ça suffit pour moi. Alors, Madame Deborah Kayembe, vous êtes maman, vous êtes donc responsable de famille, vous êtes en Écosse. Comment est-ce que vous percevez le respect des droits de l'homme? C'est ça vraiment aussi votre combat, hein, le respect des droits de l'homme, le respect, comment dirais-je, des étrangers qui sont là, le respect des réfugiés qui arrivent. Nous savons que la situation ici en Europe vis-à-vis des réfugiés est extrêmement difficile. Est-ce que à partir de votre position, parce que pour arriver rectrice à Édimbourg, vous avez eu ce parcours-là de responsable de droits de l'homme, de lutte pour comment dirais-je, pour la dignité des réfugiés. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution de la situation des réfugiés qui, à mon avis, semble plutôt se dégrader? Il se dégrade tous les jours. Mais pourquoi se dégrade-t-il tous les jours? Beaucoup de gens ne connaissent pas cette réalité, cette politique des dénigrements de l'étranger, la politique de dissuader les réfugiés à venir à l'étranger ne commence pas d'aujourd'hui. Ok? Les partis travaillistes que nous croyons en ce temps-là étaient avec nous. Nous ont fait croire qu'ils étaient avec nous pendant qu'en réalité, ils n'étaient pas avec nous. Il y a 2 jours, je suis tombée sur un document qui me prouve que le projet de rapatriement des réfugiés du Rwanda, qui aujourd'hui fait des bruits au Royaume-Uni, avait été initié à l'époque de Tony Blair. Vous réalisez ça? Déjà. En ce moment-là, ce n'était pas le Rwanda qui était choisi, c'était un autre pays en Europe. Au moins, ce temps-là, c'était un autre pays en Europe. Mais puisque le projet était là, dans les annales de la politique étrangère britannique, il a avancé, jusqu'au jour où il est tombé entre les mains de ceux-là qui détestent réellement l'étranger. Et ce sont ces personnes qui finalement ont choisi le Rwanda. Donc, il y a une sorte de ramification, une sorte de voyage dans le temps où la haine contre l'étranger a pris naissance, il a grandi, il a commencé à avancer. Et qu'est-ce qui stoppe cet élan-là? Ce sont des réalisations de personnes comme nous. Après que nous ayons réalisé ça, avec un tableau extraordinaire que l'université d'Édimbourg a eu depuis mon accession à la tête de l'université, que les gens commencent à se dire attention, vous avez vu cette femme? Elle est étrangère, mais regardez ce qu'elle nous donne. Regardez ce qu'elle nous... Et c'est ça le problème ici. C'est vrai. Et bientôt, vous allez voir, tout ce qui se passe au Royaume-Uni sera copié partout en Europe. En tout cas, l'université d'Édimbourg était très très connue, mais la lumière qui est fixée aujourd'hui sur cette université dans la place du monde est effectivement extraordinaire. Mais vous avez parlé justement du cas de l'Angleterre qui va renvoyer des réfugiés au Rwanda, mais en Europe c'est terrible parce que l'Italie compte faire la même chose, mais ici toujours en Europe. Oui. Le problème ici, c'est comme je vous dis, c'est le combat des valeurs. Quelles sont nos valeurs européennes? Les valeurs européennes s'articulent sur les conventions et les traités qu'ils ont signés par rapport aux Nations Unies ou par rapport aux États. Et ces traités, par exemple le traité sur les réfugiés, dit que la personne demande son asile dans le premier pays où il foule son pied depuis son pays d'origine. Ça veut dire si quelqu'un a quitté la RDC et il arrive en France, c'est en France qu'il doit demander l'asile. Et la France a l'obligation de lui donner cet asile politique ou humanitaire. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? La France viole la convention et il dit non, ils vont aller en Italie. Vous voyez là où nous sommes? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, quand vous parlez de la condition de droits de l'homme, la condition de droits de l'homme, d'une manière générale, est bafouée par ceux-là qui sont censés protéger les droits de l'homme. Vous comprenez? Vous avez l'impression que, au fil des années, cette convention des droits de l'homme était acceptée par eux au moment où c'était favorable pour eux. Quand ils ne sont plus favorables pour eux, ils sont en train de les violer. C'est ce que nous vivons maintenant. Madame Kayembe, la situation ne va pas s'arranger parce qu'on se rend compte quand même que pratiquement dans tous les pays européens, ce sont les partis d'extrême droite, en tout cas de la droite et d'extrême droite,
qui arrive au pouvoir. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ça le malheur pour l'instant. Et je dis c'est un malheur pour l'instant. Cette montée de la suprématie blanche, la montée de l'extrême droite, c'est partout. Mais ce que je veux aussi vous faire signaler, vous avez vu l'exemple du monde, les États-Unis, où pendant 5 ans, les maîtres de la montée de la suprématie blanche, M. Trump, a presque détruit toute l'humanité américaine. Il a presque détruit la vision des États-Unis qui était un pays de rêve pour tout le monde. Donc, même si aujourd'hui en Europe, et vous devez savoir, ce qui arrive en Europe, c'est les retombées de ce qui vient des États-Unis. C'est-à-dire, si M. Trump était là et qu'il a fait ce qu'il aurait fait, l'Europe n'allait pas l'embrasser tout de suite parce que l'Europe était encore dans le milieu de ceux-là qui pouvaient à peine le stopper. Maintenant, au moment où l'Europe parvient à donner l'accès à l'extrême droite, de ce côté-là, ce n'est plus le cas. Donc, vous devez comprendre la réaction. J'ai réfléchi en anglais, mais je dois transformer. Oui, vous avez perdu votre accent français. Je sens beaucoup l'accent anglais. et ça veut dire tout simplement que même si maintenant l'extrême droite va monter, il va encore, et je vous dis qu'ils vont encore monter. Wow. Mais pour parvenir à cela, il va falloir qu'ils puissent avoir l'appui du reste du monde. Et partout ailleurs dans le reste du monde, ça se renverse. Ce n'est plus l'extrême droite qui est là. Vous comprenez? Donc on va souffrir. La vérité, c'est que nous allons souffrir de ces lois discriminatoires. Nous allons souffrir de ces lois injustes. Nous allons souffrir de ces lois qui sont vraiment inhumaines. Mais à la fin, nous allons. Est-ce qu'on va encore vivre l'esclavagisme ou le colonialisme dans le monde d'aujourd'hui? Au grand jamais. Ça n'arrivera jamais. Madame Kayembe, vous êtes une femme au franc-parler assez direct. Et vous avez aussi pris position justement par rapport à ces expulsions programmées vers le Rwanda. Est-ce que cela vous a dérangé dans votre fonction de rectrice, ou les problèmes, la représentation de la rectrice et de l'honneur de la rectrice est quelque chose de tellement important que naturellement vous devriez plutôt vous taire? Naturellement, je devais me taire, mais au contraire, moi, ça m'a donné un peu plus de respect, un peu plus de notoriété à travers le monde, particulièrement par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que ça a ouvert les yeux à beaucoup de monde qui était encore dans le sommeil. D'accord. En pensant que le Rwanda, c'était le meilleur du monde. Le Rwanda, c'était le meilleur d'Afrique. Au moment où ils voient une personne qui a eu une carrière impeccable, qui ose ouvrir la bouche, ça a remis en cause cette notoriété que le Rwanda avait. Voilà pourquoi vous avez vu beaucoup de Rwandais de l'opposition m'ont soutenu dans cette affaire. Absolument. Parce que ça faisait des années qu'ils criaient, personne ne les écoutait. Et lorsque quelqu'un que eux-mêmes, pour lesquels ils ont mis beaucoup de confiance, parle comme ça, ils se sont dit, mais ça, c'est justement cette personne qu'ils ont mis. Ils savaient bien que cette femme avait un franc-parler. Ils savaient bien la détermination de cette femme pour la protection des droits humains. Ils savaient bien l'histoire de cette femme dans le combat des persécutés. Vous savez, l'université d'Édimbourg, à un premier lieu, a failli tomber dans le piège. Il a failli. Mais ensuite, comme l'université a beaucoup d'expérience, il a une diplomatie extraordinaire, il s'est rattrapé très vite. D'accord. Alors, très vite. Et c'est là maintenant que vous voyez l'université. Maintenant, les gens commencent à regarder cette université avec un autre œil qu'on les regardait il y a 5 ans. Parce qu'ils réalisent que les gens savent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. En tout cas, Madame Kayembe, dans quelques semaines, vous aurez terminé votre mandat à la tête donc de cette université, rectrice en tout cas de l'université d'Édimbourg. Est-ce que vous avez déjà une petite idée sur ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez tendre la main à votre pays où les problèmes de droits de l'homme sont très important, ou à l'Afrique entière, où vous allez rester en Europe? On a besoin de vous ici, mais on a besoin plus encore en Afrique. J'ai toujours tendu ma main à la RDC, mais j'ai l'impression que la main du retour de la RDC est très timide, et je ne sais pas pourquoi. Vous savez,
j'ai toujours et toujours tendu ma main vers la RDC. Mais les retours de la part de la RDC, c'était moins de chaleur, moins d'intention, vraiment très timide. Mais je ne veux pas non plus juger ça. Chacun sait ce qu'il est en train de faire. Je ne veux pas non plus juger ça. Mais comme vous dites, le 1er février de cette année, donc c'est-à-dire dans 5 semaines, l'université devra publier qui sera son prochain recteur. Ok. Et avec plaisir, vraiment avec grand plaisir, je passerai le relais au prochain recteur, ok? Quelle que soit la personne qui viendra. Moi, je n'ai plus rien à prouver au monde. Vous savez, je n'ai plus rien à prouver au monde. J'ai fait ce que j'ai à faire. Je voudrais passer plus de temps sur l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais, d'abord, et surtout l'amélioration du continent africain. De l'image du continent africain. Je vais m'investir beaucoup sur le continent africain en général et sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Comme je l'avais dit, je retourne permanemment en RDC en 2026. Pour le moment, je suis encore ici. J'ai encore des choses à faire ici. Il y a encore beaucoup de travail à faire ici, même si je suis recteur ou je ne suis pas recteur, parce que de toute façon, la marque Université d'Édimbourg vous suit jusqu'à votre tombe. Il n'y aura jamais de 34e recteur de l'Université d'Édimbourg. Et comme je l'ai dit, il n'y aura jamais une Déborah Kayembe. Je suis seulement Déborah Kayembe, moi toute seule. Voilà. En tout cas, vous êtes dans votre toge magnifique, mais il y a une photo sur la page de l'université où vous êtes au milieu de, comment dirais-je, de quelques personnes qui sont là derrière vous et à côté de vous. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des personnes comment dirais-je, d'origine africaine qui sont là, mais il y a des toges différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu pour qu'on comprenne, par exemple, votre toge noire, rouge, jaune, est-ce que ça a un sens? Le toge que vous voyez, la toge du recteur, a été conçu, le concepteur de cette toge l'a conçu en 1852. Alors, cette marque est unique au monde. Vous ne trouverez pas une toge avec des détails en or tout autour. Vous voyez tout autour de ma toge, c'est de l'or. Absolument. Au fond. Et cela représente l'autorité de ce qu'on appelle le seigneur de l'université d'Édimbourg. Et le seigneur de l'université, il est seigneur de la ville d'Édimbourg. Il est le gardien de la dignité de la famille royale britannique. C'est ça, le recteur de l'université d'Édimbourg. Voilà pourquoi lorsqu'on a eu cette histoire avec nos frères d'à côté, il y avait à boire et à manger dedans. En tout cas, vous avez usé de cet honneur à bon escient et pour cela, nous ne pouvons que vous féliciter et bonne continuation en tout cas pour les droits de l'homme, pour la défense de ceux qui, comment dirais-je, de ceux qui manquent, hein, c'est-à-dire les réfugiés, ceux qui vont quitter leur pays pour venir ici en Europe et mourir pratiquement dans la mer. Et il y en aura, parce que le danger que nous avons aujourd'hui, et les gens ne réalisent pas les dangers, des dangers climatiques. Vous savez bientôt, il y aura des calamités où les personnes seront forcées de quitter leur maison et ils n'auront plus d'endroit pour revenir. Tout un pays entier va partir. Ils n'auront nulle part où aller. Là où ils trouvent refuge, c'est là où ils s'installent, ils recommencent leur vie. J'étais en Turquie au mois de mai et vous allez voir la catastrophe que le tremblement de terre a fait. J'étais sur le volant de ma voiture pendant 6 heures du temps. J'ai traversé 5 provinces. Toute cette partie était partie avec le tremblement de terre. Et je me suis dit, où sont les enfants? Où sont les êtres humains? Ils sont tous partis. C'est-à-dire, ils sont allés dans les pays avoisinants pour recommencer la vie et ne pourront plus jamais retourner là-bas. Il y aura toujours des gens qui quittent un pays à un autre, pour des raisons humanitaires, sociales, politiques. Il y aura toujours des gens qui viennent de quelque part pour aller quelque part d'autre et recommencer la vie et choisir d'y rester. C'est la réalité de la vie humaine. Et si nous qui avons le leadership du monde ne comprenions pas cette humanité, nous nous détruisons nous-mêmes. En tout cas, ce discours, il faut que les responsables européens l'écoutent parce que la direction des choses telle que ça se passe ici, en tout cas, ne laisse pas présager en tout cas que les lendemains seront meilleurs. Mais il faut continuer à espérer, Madame Kayembe.
vous savez, la guerre contre la nature, il n'y a pas de plus fort. Vous savez, l'Université d'Édimbourg aujourd'hui est la première université au monde sur les questions climatiques. Et maintenant, dans mon bureau, je vois mes chercheurs m'apporter des modèles du monde de demain, où les maisons sont construites au-dessus de la mer, des maisons flottantes. Vous réalisez ça? Il y a une pandémie qui vient après un autre. Maintenant, les personnes sortent dehors et portent une plastique. Vous pensez qu'il y aura des gens qui seront épargnés avec ce que la nature nous réserve? Il y aura des gens qui quitteront l'Europe, qui vont aller habiter en Afrique. Ils ne seront pas noirs. Non, ils ne seront pas noirs. Croyez-moi. Le monde nous réserve beaucoup de surprises. Et c'est ce que moi, j'ai retenu du temps que j'ai passé à l'Université d'Édimbourg. En tout cas, nous avons constaté lorsque le Portugal et l'Espagne ont commencé à s'appauvrir sérieusement, surtout le Portugal, beaucoup de Portugais sont allés s'installer en Angola, au Mozambique, chercher du travail là-bas. C'est une marche à l'envers. Oui, absolument. Et il y aura beaucoup de marches à l'envers comme ça. Et ce sera causé par la guerre que la nature est en train de nous donner. Vous savez, l'urgence climatique. Il y aura des choses inimaginable, croyez-moi. Madame Kayembe, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. C'était un honneur de vous avoir pour nos auditeurs et nous espérons en tout cas que vous, comme vous l'avez promis, vous reviendrez vers votre pays partager cette expérience tout à fait unique, Madame Kayembe. Je le ferai avec plaisir au moment opportun avec la grâce de Dieu. Soyez bénis et bonne année à vous, à votre famille, à vos auditeurs. C'était un réel plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous en tout cas et bonne année 2024, madame. Et à vous autant. Merci.